Bonsoir à tout le monde. Le nombre de personnes de ce soir est encourageant et inquiétant à la fois, puisque c'est sans doute parce que ça concerne beaucoup de monde. Mais bon, on sera comme ça nombreux à faire changer les choses, peut-être modestement. Donc merci aussi à la mairie de Indre qui me fait confiance pour cette soirée. J'espère l'honorer comme il se doit. Le thème de ce soir, c'est le harcèlement à l'école. C'est le harcèlement à l'école et non pas scolaire, comme me l'a fait remarquer une collègue qui est dans la salle. Parce qu'en fait, le harcèlement à l'école, il n'est pas interne à l'école, il est aussi autour de l'école. On aura l'occasion d'y revenir. C'est pour ça que j'ai juste modifié mon PowerPoint, le titre de mon PowerPoint, tout récemment, quand on m'a fait la remarque, c'est-à-dire hier. Donc moi, je suis Idriss Ndiaye, je suis médecin généraliste ici, sur Indre. J'ai une formation à l'hypnose et aux thérapies brèves, et je suis formateur en hypnose et thérapie brève, et un peu formateur dans le cadre du harcèlement, parce que j'ai eu la chance d'être formé par Philippe Haïm, un psychiatre de Paris il y a quelques années maintenant, et c'est un domaine maintenant qui m'anime pas mal. Et je suis aussi enseignant à la faculté de médecine. Je précise ça parce qu'en fait, en tant que médecin, on se doit, dès qu'on intervient, de dire nos conflits d'intérêts, nos liens d'intérêts, etc. Ils sont minimes, voire quasi inexistants, mais je préfère le faire pour être dans les corps. Mais je suis aussi le fils de mes parents, les parents de mes enfants, l'ami de mes amis, les voisins de mes voisins, mes collègues, le collègue de mes collègues. Bref, je suis dans des relations avec les gens. Et ces relations avec les gens m'ont amené à avoir des relations conflictuelles, puisque dès qu'on a une relation avec quelqu'un, potentiellement on est dans une relation conflictuelle. Que ce soit les amis, ça passe assez vite, ou les ennemis ou les voisins, où ça passe beaucoup moins vite. Il y a ici des voisins qui se sentiront concernés. Donc, tout ça fait que l'idée, c'était comment on peut apaiser ces relations. Donc la soirée, elle va s'articuler en plusieurs parties. La première heure là qui va venir, il va y avoir un amuse-bouche qui va être quelques questions en attendant que les chaises là éparses qui sont pas remplies se remplissent. Donc vous allez pouvoir utiliser vos smartphones pour ceux qui sont addicts, parce que il va y avoir une présentation pour laquelle il va falloir vous connecter. Ça prendra 2 minutes, 1 minute même pas. Voilà. Ensuite, on parlera de l'histoire du harcèlement en France, et des techniques qui existent, des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Et puis, on viendra au cœur du sujet, qui est la méthode qu'on vous propose ici, ce soir, pour lutter contre le harcèlement. Bien, voilà le moment où vous pouvez sortir vos smartphones. Donc en fait, il va y avoir une petite succession de questions qui vont permettre d'introduire le sujet. La première question que vous devez voir affichée, c'est quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de harcèlement. Donc le premier mot qui vous vient, là il y a un mot qui ressort de façon très nette, c'est souffrance. Ensuite, il y a tristesse, mal-être, violence, victime. Il y a plusieurs Idrissa, donc je suppose qu'il y a des gens qui sont mis d'accord. Bon voilà, parce qu'en fait la taille des mots s'affiche en fonction du nombre de réponses qu'il y a eu. Donc voilà, moi je suis arrivé en 4e position, c'est très agréable. Il y a méchanceté, désarroi, détresse, étouffement. Cool, on va s'amuser. Ouf. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas ça. Et après, c'est que des mots, subir, conflit, emprise, souffrance, etc. Enfin, des choses horribles. Je change de question. Vous, parents, estimez-vous avoir déjà été victime de harcèlement à l'école, au travail, dans la rue? Oui, à une très large majorité, 70%. Votre enfant rentre de l'école et vous dit avoir été harcelé. Vous prévenez l'équipe enseignante pour qu'elle intervienne au plus vite. Vous allez vous expliquer avec l'enfant harceleur. Vous expliquez avec la famille de l'enfant harceleur. Vous lui dites « Oh, ça va passer », et puis ignore-les, t'inquiète. Vous lui dites « Venge-toi ». Vous lui apprenez un jeu que vous ne connaissez pas encore. La grande majorité des gens qui préviennent l'équipe enseignante pour qu'ils interviennent au plus vite, 66%, et 23% disent « Je veux lui apprendre à jouer à un jeu que je ne connais pas encore ». La question ensuite, avez-vous été vous-même harceleuse ou harceleur? Ça dépend. Est-ce qu'on est bien certain que les réponses sont anonymes? Oui, je l'ai été, mais je ne le savais pas vraiment. Je l'ai su que plus tard que ça avait fait du mal. Oui, je savais que je harcelais, mais moi je ne pensais pas que ça allait faire tant de mal. Oui, et franchement, je m'en veux terriblement. J'ai pas mis oui et j'ai vraiment adoré, parce que c'est trop polémique. Mais il y a certains, je sais, qui répondent ça. Et c'est naturel, on en parlera.
Ça dépend, 13%. Oui, mais je ne le savais pas. Oui, ça c'est 20%. Et alors non, à 60%. On a un public très, très, très gentil et bienveillant. Peut-être que vous ne le savez pas. Un enfant harceleur est un futur psychopathe. B est un enfant mal élevé. C est juste un enfant qui joue. Ou D, la réponse D. C'est juste un enfant qui joue. Dans la majorité, à 50% des réponses. D, la réponse D, les gens ne se mouillent pas à 35% des réponses. Nous voulons que nos enfants deviennent des adultes qui accusent les autres de leurs ressentis et de leurs problèmes, ou prennent la responsabilité de leurs ressentis et de leurs problèmes. Il est possible que les réponses vous semblent évidentes. Et si c'est le cas, répondez de façon évidente. Un enfant bien dans sa peau, c'est un enfant qui a besoin qu'on le traite comme s'il était parfait, et qui prend tellement au sérieux les choses qu'on lui dit qu'il s'énerve à chaque fois qu'on le critique ou qu'on le charrie. Ou est-ce que c'est un enfant qui sait qu'il est imparfait, et puis qui peut supporter la critique, qui peut supporter qu'on se moque de lui, et qu'il est même capable de se moquer de lui-même. La résilience se développe en étant protégé de toute adversité ou en faisant face paisiblement, sereinement à l'adversité. Nous voulons que les enfants, petit a, soient blessés par les mots, les critiques, les insultes, ou ne se sentent pas démolis à chaque mot, à chaque critique ou à chaque insulte. Nous voulons que les enfants attendent que les autres règlent leurs problèmes ou apprennent à régler par eux-mêmes leurs problèmes. Les enfants développent l'estime d'eux-mêmes en comptant uniquement sur les autres pour régler leurs problèmes, ou plutôt en s'apercevant qu'ils sont capables de régler eux-mêmes leurs problèmes. Dénoncer est un excellent moyen d'être apprécié et respecté, dans une république bien sûr, ou dénoncer est un bon moyen pour être détesté et méprisé. Se venger est un excellent moyen pour que les agresseurs nous respectent et se calment. Ou se venger est un bon moyen pour que les agresseurs veuillent se venger à leur tour. Et c'est sur ces questions qu'on va aller assez vite, et parce que à chaque fois, on va être à 100% des réponses. Je ne sais pas s'il y a un scrutateur qui veut venir voir les réponses, mais grosso modo, on est à chaque fois à 100% des réponses. Mais retenez bien cette information parce que je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc le problème est majeur, comme on l'a dit. C'est un problème qui concerne 700 000 enfants par an, même plus dans les derniers chiffres, dont la moitié sont qualifiés de harcèlement sévère. Il est médiatisé malheureusement par le nombre de suicides qu'il entraîne. C'est pour ça que le sujet est quand même sérieux malgré les débuts des blagues que j'ai fait et qu'on fera au cours de la soirée. Et il a été rapidement politisé parce que tout est politique, tout est hystérie politique, mais aussi parce que la première dame, Madame Macron, s'est saisie de ce problème comme étant le problème du premier quinquennat, et aussi du deuxième, puisque finalement elle avait oublié sur le premier. Avec une efficacité qui est plutôt mitigée, puisque les chiffres sont stables en termes de harcèlement, ils ont même tendance à monter sur le cyberharcèlement. Donc ça marche pas très bien. Et pourtant, on applique une technique qui est celle de Dan Olweus. Alors personne connaît ce psychologue, qui est pourtant un des psychologues qui a le plus influencé l'histoire de la psychologie dans le monde, puisque parmi ces idées, beaucoup sont entrées dans la loi, notamment que le harcèlement devait être puni par la loi. Donc Freud n'a jamais réussi ça, par exemple. Pourtant, tout le monde connaît Freud. Mais Dan Olweus, il a été popularisé parce qu'il a émis l'idée qu'on avait un droit à être tranquille à l'école pour apprendre. Et cette idée-là, elle est évidente. Elle est évidente à tout le monde, qu'on doit protéger les personnes victimes et qu'on doit condamner les personnes harceleuses. C'est du bon sens, c'est de la bienveillance, c'est logique, c'est bourré de bonnes intentions. Donc il est difficile d'aller à l'encontre de ça. Et ce qui a vraiment ancré les idées de Dan Olweus, c'est la tuerie de Columbine. Ici, nous sommes des gens qui ont connu cette tuerie-là. Il y a quelques jeunes qui sont là. Mais dans l'idée, c'est que en 1999, donc dans le millénaire précédent, il y a eu malheureusement un attentat commis par des personnes victimes de harcèlement qui se sont vengées dans leur collège de leurs harceleurs. Et puis des gens qui étaient là, ils ont fait une tuerie entraînant 15 morts et 34 blessés. 15 morts, dont les deux personnes harcelées. Et donc l'idée c'était, bon, on va légiférer. On va mettre des flics derrière chaque personne harcelée ou harceleuse. Avec ce risque potentiel
Bonjour mademoiselle, est-ce que vous avez récemment été victime de moqueries, par exemple, par rapport à votre poids? Et la dame, elle pleure, parce que finalement, c'est la brigade anti-harcèlement qui la harcèle. Alors, est-ce qu'on transmet le bon message? Parce que quand on intervient, quand on légalise, quand on punit les enfants, les personnes harceleurs, harceleuses, les harceleurs ou les harceleuses, eh bien on envoie plusieurs messages. Un message d'abord à l'agressé qui consiste à dire « T'inquiète pas, je m'en occupe, je vais les punir, je vais régler ton problème, je vais t'aider ». Et donc, sous-entendu, parce que toi, tu peux pas te défendre seul. Tu n'as pas la capacité de te défendre seul. On a une incompétence apprise, c'est un phénomène de psychologie qui est une incompétence apprise. Au début, il pensait qu'il pouvait se défendre seul, et puis à force de le lui répéter, il apprend qu'en fait, il peut pas. Donc les fois suivantes, il interpelle le monde adulte. Mais peut-être au moins aussi grave, on envoie un message à l'agresseur qui est tu t'en es pris à la bonne personne parce que cette personne ne sait pas se défendre. Sous-entendu, quand l'adulte ne sera pas là, quand l'autorité ne sera pas là, tu pourras t'en donner à cœur joie. D'où le cyberharcèlement, d'où le harcèlement dans les rues en dehors du collège. Et puis on lui a dit aussi, tes règles font bouger le monde, notamment le monde des adultes. Et le but quand même d'un enfant ou d'un adolescent, si on veut faire hyper grossier, c'est de faire bouger le monde des adultes selon ses règles. Donc il gagne. Et puis on lui explique aussi que la loi du plus fort est effectivement la meilleure, enfin c'est celle qui s'applique, puisque nous on va lui appliquer la loi du plus fort, c'est-à-dire celle du monde adulte qui est plus forte que le monde enfant. On transmet vraiment le message qu'on voulait transmettre en faisant ça. Ça marche pas vraiment cette histoire parce qu'on voit que les représailles augmente, par curiosité, il y a des enseignants qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine. Il y a des enseignants qui sont parfois démunis parce qu'ils ne sont pas là au début, on y reviendra peut-être un peu plus dans le détail, mais ils ne sont pas là au début des histoires, ils ne savent pas quoi dire, qui a vraiment commencé, est-ce que ce sont des chamailleries ou du harcèlement? C'est très compliqué, la mise en place des protocoles qui sont proposés dans l'éducation nationale. On affaiblit les victimes par l'incompétence apprise dont on vient de parler, et souvent on stigmatise les harceleurs qui en général ne sont pas prêts à changer, puisque eux, le monde leur convient plutôt bien, c'est plutôt drôle en fait d'être harceleur. On y reviendra. Et puis on oublie les bases de la psychologie, qui sont qu'en psychologie, c'est pas noir ou blanc. Les gens sont pas méchants ou gentils en fait. C'est un peu plus nuancé. Et puis en psychologie, on fait pas des diagnostics de gens qui sont absents. On peut pas dire « Ah oui, t'as raison, lui, ça doit vraiment être un pervers narcissique ». Parce qu'on n'a qu'un écho. En psychologie, on a tendance à dire qu'on ne peut pas changer les gens qui ne veulent pas changer. Et pourtant là, on dit on va changer le harceleur, on va le calmer. Et par contre, en psychologie, on dit on va aider à transformer les gens qui veulent changer. Mais là, on ne dit pas ça, on dit t'inquiète pas, bouge pas, je m'en occupe. Donc il y a des méthodes qui sont proposées dans l'enseignement national. En ce moment, vous en avez sans doute entendu parler parce que ça a fait grand bruit et ça va refaire grand bruit à la rentrée scolaire. Parce qu'il y a une méthode de préoccupation partagée, aussi appelée PHARES, P-H-A-R-E-S, qui est l'anagramme de quelque chose, qui est cette idée que quand il y a en gros un harcèlement dans une école, on demande aux personnes qui ont été témoins de harcèlement qui est concerné, puis on interpelle chacune des personnes concernées, victimes comme auteurs du harcèlement. Pour les victimes, on leur dit quel est le problème. Pour les auteurs, on dit est-ce que tu as remarqué quelque chose concernant un tel? Non, j'ai rien remarqué. Bon, bref, ça mobilise beaucoup de monde. Et parfois, pour un cas de harcèlement qui implique 2 ou 3 personnes, il faut compter une quinzaine d'heures d'intervention d'adultes, au moins 3 adultes. Donc vous voyez ce que ça fait sur un lycée de 1200 personnes. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et puis il y a d'autres approches qui ne sont pas centrées sur le changement du harceleur, ni le changement de l'école, qui sont les changements proposés par Emmanuel Piquet. En gros, elle apprend aux enfants à décocher des flèches, elle appelle ça, qui en fait sont des contre-attaques, des clashs, où nous à l'époque on faisait Bryce the Nice comme ça, qui sont des contre-attaques en fait, et donc voilà. Mais le risque de cette méthode, même si intuitivement elle semble plutôt bonne d'équiper les gens, ça va souvent à l'encontre des enfants qui sont harcelés, qui sont souvent des enfants très respectueux des règles, très tolérants, très bienveillants, et ils sont pas trop à l'aise avec l'idée de harceler à nouveau une personne en face d'eux. Premier point. Et puis, qu'est-ce qui se passe si la flèche rate sa cible?
Si on dit un truc, mais que l'autre, oui, enfin c'est nul, c'est ça ta réponse? Parce que c'est nul. On se retrouve peut-être dans une situation pire que la situation initiale. On rappelle que les règles imposées par le harceleur sont donc les meilleures. Il suffit juste que je sois un meilleur harcelé. Au passage, on crée une victime, l'ancien harceleur qui devient harcelé. Et puis, évidemment, il faut attendre d'avoir été attaqué pour pouvoir faire une contre-attaque. Donc, il n'y a pas de système de prévention. En médecine, on sait que la meilleure médecine, c'est quand même celle de la prévention. Donc, il y a une méthode qui a été proposée par César. Et ici, César, il s'appelle Easy Kalman. C'est un neuropsychologue américain qui vit maintenant en Israël et qui a écrit ce livre-là, Bullies to Bullies. Donc des harceleurs aux amis, en fait. Buddies, c'est les potes en anglais, et bullies, c'est la traduction anglaise du harcèlement. Comment transformer vos ennemis en amis? Et puis cette méthode-là a été importée en France par Philippe Haïm, qui est psychiatre à Paris, et qui a écrit ce bouquin-là, Face au harcèlement scolaire, la méthode pour aider l'enfant à s'en sortir. Pour ceux qui sont intéressés, il y a 2 exemplaires là, qui sont des exemplaires qui n'existent plus. C'est des old school, puisque c'était une version qui n'est plus éditée. Mais ceux qui sont intéressés, ils pourront venir le consulter ou même l'acheter s'ils veulent. On va donc parler du harcèlement, et on parle du harcèlement, mais on n'a pas donné de définition au harcèlement. Le harcèlement, c'est des petites attaques répétées et blessantes, sans dégâts objectifs. C'est important qu'il y ait ces 3 notions-là. Ce sont des petites attaques répétées et blessantes sur le plan de l'ego. Elles sont petites, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un œil au beurre noir, d'une plaie de perte de 10 000 euros. C'est pas une petite attaque. Elles sont répétées, c'est-à-dire que c'est pas salut grosse tanche, et puis après je me barre. Ça c'est juste, pas de bol, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a insulté, mais c'est pas du harcèlement. Par contre, quelqu'un qui dit face de craie, 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 qui répète ça tout le temps, là on commence à rentrer dans le harcèlement. Et elle blesse l'ego, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégâts objectifs. D'accord? C'est pas je te vole ton téléphone, puis je te vole ton ordi, puis je te vole ta voiture, puis voilà. Non, ça c'est un dégât objectif. Ou c'est pas, vous avez compris, quoi. Ce sont des dégâts subjectifs, ça n'a blessé que l'ego. Je ne dis pas que l'ego n'est pas important, je dis que ça n'a blessé que l'ego. Et l'approche qu'a proposée Easy Kalman est une approche qui est centrée sur la victime. Pour illustrer un peu le propos de ce soir, je vais parler de l'exemple d'un harcèlement d'une fille sur son père. Il s'agit de ma fille. Et il s'agit d'un harcèlement de samedi dernier, matin. Oh. Je suis pas un prout de chameau. Arrête, je suis pas un prout de chameau. Mais dis, t'as un cheveu. Oh, mais t'as un cheveu poilu. J'ai un cheveu poilu. Mais t'as un cheveu poilu. C'est pas gentil. C'est toi t'es un prout de De ver de terre. T'es un prout de ver de terre. Et bah toi, t'as un prout de rien et tout. Non, toi t'es un prout de prout. Bah toi, t'as un prout de... Mais t'arrête. Je boude. Un prout de lunettes. Je suis un prout de lunettes. Laisse-moi, je boude. T'as un prout... Je vais le dire à maman. Je vais dire à maman que tu dis que je suis un prout de lunettes. T'as un prout de livre. Bon, vous avez compris, ça ne s'arrête pas. L'enregistrement dure 25 minutes. Donc j'ai arrêté. Mais vous avez compris, je lui ai dit d'arrêter. Elle continue. Je lui ai dit que je boudais. Ça, elle continue. Je l'ai contre-attaqué en disant que c'était un prout de prout. Elle continue. J'ai dit que j'allais la dénoncer à sa mère, qui est quand même l'incarnation de l'autorité. Elle n'en a rien à faire. Et je lui ai même dit à un moment que j'ai tenté de l'ignorer, de la snobber, et elle continue comme ça. Elle continue. T'es un prout. Et moi je faisais ma conférence. T'es un gros prout. Donc voilà. C'est dur comme ça tout un moment. Et j'en ai donc conclu qu'en fait, il n'était pas possible d'arrêter le harcèlement. C'est pas possible. Si vous avez une autre technique qu'une de ces 5, dites-la moi. N'hésitez pas. Vous êtes 180. Non. Bon, il n'y a pas de technique en fait. C'est pas possible de l'arrêter. Et pourtant, on va faire un jeu.
Et là, j'ai besoin de la participation soit volontaire d'un ou d'une d'entre vous, qui consiste à jouer un jeu de rôle, dans lequel, bien sûr, vous allez jouer un personnage extrêmement désagréable à mon encontre, où vous allez, en gros, me harceler. Vous pouvez... Je vous donne les conditions de l'exercice. Certains n'ont pas le droit de le faire, cet exercice, parce qu'ils connaissent. Je vous donne les conditions de l'exercice. Vous pouvez me harceler sur tout et n'importe quoi. Tout ce qui sera dit restera dans l'enceinte de cette salle. Vous pouvez avoir des propos racistes, homophobes, tout ce que vous voulez. M'attaquer sur la couleur de ma peau, évidemment, de ma chemise, le son, l'organisation de la soirée, tout ce que vous voulez. Je ne le prendrai pas mal. Et je sais que c'est pas vous. Alors soit il y en a un ou une qui vient spontanément, soit je le désigne. Oui, ben viens. Super, merci beaucoup. Tu es une harceleuse ? J'en ai pas conscience en tout cas. D'accord. Dans l'idée, on est d'accord, Marie, lâche-toi. Je ne serai pas du tout vexé. Et tu peux m'attaquer sur tout ce que tu veux. Et si à un moment tu es à court d'idées, dans la salle, vous avez le droit de l'aider. Parce que dans un collège, les gens, ils se mettent pas à 1. Ils se mettent à 10, 20, 30, 40. D'accord ? Donc, on va quand même essayer de s'entendre les uns les autres. Donc, si elle est vraiment à court, il y en a un qui sait, ou une qui sait que vraiment elle a l'insulte suprême et elle la balance. Mon but, moi, c'est de l'arrêter, c'est de t'arrêter, Marie. Si j'y arrive, je gagne. Si j'y arrive pas, ben, c'est toi qui gagnes. D'accord ? Je ne serai pas vexé. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois dire ? Je pense qu'on est bon. Ok ? Quand tu veux. C'est quoi ce prénom déjà, Idrissa ? Ça vient d'où ce prénom ? Bah, ça vient du Sénégal, enfin... Idrissa. Bah oui. Et c'est un nom de fille ou de garçon ? Bah c'est un nom de garçon, enfin ma voix quand même. Bah justement, ta voix, on peut en parler, t'as pas un petit défaut de prononciation un peu là ? Non. Autant, rigolez pas. Non mais ma mère est orthophoniste, donc en termes de prononciation, je sais exactement comment prononcer les mots. En plus, t'es le fils d'une mauvaise orthophoniste alors. Attends, tu parles pas de ma mère comme ça, hein. T'arrêtes tout de suite les histoires. Non mais pourquoi vous rigolez ? Non mais non, c'est pas drôle. Et c'est quoi ton petit bracelet là ? T'as un petit bracelet qui brille toi. Oh bah dis donc. Tu sais que là, c'est dégueulasse ce que tu fais parce que c'est un bracelet que j'adore, que j'ai payé très cher d'abord au Sénégal. Ouais, mais tu t'es fait avoir, hein. Tu t'es bien fait avoir mon gars. Hein. Non, il vient d'un oncle qui est mort, d'accord ? Donc tu dis pas de méchanceté. Je sais pas, moi j'aurais dit que c'était une capsule de Coca-Cola. Arrête, tu touches pas, t'arrêtes. Si tu continues, je vais prévenir les flics de Indre et tu vas voir. Le flic de Indre, il rigole pas. Quoi ? Et tes baskets là, c'est quoi ces baskets mon gars ? Non mais c'est bon, ouais. Attends, mais elles sont multicolores. Puis attends, mais y a quoi ? Il y a des motifs girafes ou quoi ? T'arrêtes, hein ? C'est clair ? Attends, mais tu me fais peur, tu quoi là ? Idrissa ? Mais quoi ? Ça, arrête, mais ça suffit. Bon, ok, on peut continuer longtemps. Je pense que... Qui pense qu'elle a gagné ? Ouais. Je pense aussi que t'as gagné. T'as bien joué. Parce que toi, je peux pas t'arrêter. Je te demande d'arrêter, tu continues. Non, au contraire, c'est assez... C'est assez... C'est assez amusant, c'est assez amusant. Ouais. C'est assez amusant. Et oui, c'est amusant de harceler les autres. On pourra revenir sur ça. Bon, on reviendra sur ça. C'est important. Si j'oublie de le dire tout à l'heure, rappelez-le moi. Pourquoi c'est amusant de harceler les autres ? Ok, donc je peux pas t'arrêter, on est d'accord. Bon. On va rejouer, d'accord ? On va rejouer, mais cette fois je vais t'arrêter. Mais tu me laisses pas gagner. Et puis tu vois bien que je peux pas t'arrêter. D'accord ? Tu me laisses pas gagner, hein ? Ok. Tu joues pour gagner ? Ouais. Je sais pas, c'est quoi le lot qu'on a ? Le lot, tu sais, c'est moi qui vais le gagner. Mais tu as bien vu, je peux pas gagner. Ok. On y va ? T'es prête ? On y va. Et alors, c'est ta maman orthophoniste qui t'a payé tes baskets, là ? C'est moi. Mais Et ça, c'est tes goûts vestimentaires ? Ouais. Bon, je sais pas, faut que tu me donnes un peu l'adresse de ta boutique, là, parce que elles sont un peu pourries, tes baskets, quand même. Hein. Elles sont pourries ? Ouais, elles sont pourries, ouais. Ah, bien pourries, ouais. Ok. Ouais, puis alors, les motifs, là... Tu veux l'adresse de ma boutique ou tu les trouves pourries ? Ben, les deux. D'accord. Ouais, une boutique de baskets pourries, quoi, mais... Ouais, elle est bonne, celle-là. Pour avoir l'adresse des boutiques de baskets pourries. Ouais. Ouais, ok.
Et ta chemise, tu l'as trouvée dans la même boutique? Elles font Pardon. aussi des chemises pourries dans ta boutique? Donc, t'aimes vraiment pas comment je suis habillé. Bah non, enfin, Ouais. franchement, t'as un look... Toi, c'est sobre, mais efficace, quoi. Quand je t'ai vu, je me suis dit, cette fille, elle est sobre et efficace. Ça. C'est quoi ce nez? Quel est? Le tien ou le mien? Le tien? Bah, c'est mon nez. Il est pas un peu aplati? Ah si, je suis d'origine africaine. Ouais, bah oui, ça se voit. Bah oui, ça se voit. Tu verrais mon père. C'est Marine arrivée aux pommettes. Ah oui, on doit mettre un os dedans. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Afrique. Là c'est bon là. L'os dans le nez. Pour manger c'est pas facile. Se moucher c'est pas facile. Mais moi je me mouche pas. Je renifle. Vous voulez quelque chose, Marie? Je pourrais continuer longtemps, mais j'ai gagné. On va débriefer un petit peu de ce jeu. Merci pour les applaudissements qui t'étaient destinés. Parce qu'on applaudit toujours le perdant. J'ai des questions à te poser. Dans laquelle des deux situations tu trouvais que c'était plus drôle? La première? Vous aussi? Ok. Qui est passé pour un idiot dans la première situation? Toi, je dirais. Moi aussi, je dirais plutôt moi. Et dans la deuxième? Moi, clairement. Toi, clairement? Moi aussi, je dirais plutôt toi. Donc, qui a gagné dans la première situation? On l'a dit, c'est toi. C'était moi. Et dans la deuxième, c'est moi. Ok. Dis-moi, t'as fait plus d'efforts pour m'insulter dans la première ou dans la deuxième situation? Non, dans la deuxième. Dans la deuxième situation. C'est plus difficile Ouais, de c'est trouver des difficile. trucs. Ouais. D'accord. Et t'as même J'avais eu moins l'aide- d'élan, je trouvais. Comment? J'avais T'avais moins moins d'élan. d'élan, ouais. Ça s'enchaînait pas. Tu sais pourquoi tu avais moins d'élan? Tu as senti pourquoi tu avais moins d'élan? Est-ce que tu as senti pourquoi tu avais moins d'élan? Parce que ça tombait à plat, je pense. Ça tombait à plat, ouais. Ok. Et t'as pas senti que tous ils t'avaient abandonné? Sauf une, là. Ouais, il y avait moins de ricanements. Ouais. T'étais moins populaire. T'étais moins populaire. Les harceleurs, ils aiment pas trop perdre leur popularité. C'est un angle de travail intéressant. Ok. Toi, t'avais plus envie de me respecter dans laquelle de ces deux situations? Dans la deuxième, je te... Ah ouais? Ouais. Pourtant, dans la première, je te demande de me respecter. Je te demande d'arrêter ce que tu fais. Et dans la deuxième, je te demande pas de me respecter. Pourquoi tu me respectes? Est-ce que je pense que je te trouvais sympathique? On pourrait presque croire qu'elle est dans mon équipe. Parce que c'est exactement la question vraiment centrale, on y reviendra. Elle me trouvait presque sympathique. Ok, et dans la première d'ailleurs, tu me trouvais plutôt sympa ou plutôt pas sympa? Non, pas sympa parce que tu me menaçais. Enfin, je t'entendais pas. Enfin, j'étais très au-dessus de toi. Ouais. Donc je prêtais pas très attention aux menaces. Oui. Mais j'entendais un petit brouhaha de menaces. Quoi. D'accord. Mais comme tu me respectais pas, peut-être même ma voix ne t'intéressait pas. Même ce que je disais ne t'intéressait pas. Et quant à ma menace physique, ne t'a pas beaucoup impressionné. D'accord. Ok. Et tu avais plus envie de recommencer à me harceler dans laquelle des deux situations? Dans la première. D'accord. J'ai une question que j'ai jamais posée, mais est-ce que... Ok. Merci Marie. Si tu veux te rasseoir, tu peux, mais tu peux rester ici aussi si tu veux. Quand on est sobre et efficace comme toi. Donc, j'ai une question. Qui, après la première situation, serait bienvenu me harceler pour jouer? Ouais. Allez, il y en a qui osent. Ok. Et qui, après la deuxième situation, serait bienvenu pour me harceler? Il y en a moins, il n'y en a pas. Dommage. J'aurais aimé quelqu'un de très hargneux qui fait bon, tant pis. Mais voilà le jeu. Mais en fait, le jeu, là, il a des règles, comme tous les jeux. La première des règles, c'est que ça continue parce que ça marche.
Ça continue parce que ça marche. Et en fait, quand on demande d'arrêter, quand on boude, quand on contre-attaque, quand on dénonce, quand on évite la personne, eh bien, on ne fait pas ce qu'on croit faire. Quand on fait ça, on lui montre qu'on est touché. On lui montre qu'on est blessé. Et ça génère chez l'autre une petite sensation de plaisir, celle que Marie a eue quand elle est venue et qu'elle disait « j'aimerais bien continuer, puis j'étais lancée, puis voilà, j'en veux toujours plus ». Ça s'explique d'un point de vue physiologique, mais on n'est pas dans une conférence de physiologie, donc on ne va pas trop en dire pour le moment. La deuxième des règles, après cette règle fondamentale de ça continue parce que ça marche, c'est que c'est une règle psychologique. C'est la règle de la réciprocité. C'est-à-dire que je traite Marie exactement de la façon dont elle m'a traité. Au début, je lui dis rien, elle m'attaque direct sur mes chaussures, qui sont de super chaussures. Je trouve pas ça sympa. Après, elle m'attaque sur ma mère, sur un collier. J'ai essayé de mettre un peu de sentimental. C'est un oncle qui est mort, etc. Pas du tout. Il est pas mort, c'est du toc. Donc, voilà, mais elle me traite en ennemi, je la traite en ennemi. C'est spontané, c'est évident. C'est aussi valable d'ailleurs dans la deuxième des choses, elle me dit, mais tu m'étais sympathique dans la deuxième, et pour cause. Comme je la traitais en ami, elle me traitait en ami. La réciprocité, cette règle-là, fonctionne dans tous les échanges en fait avec les gens. Si vous avez quelqu'un qui vous fait tenez-vous là, asseyez-vous là, vous, asseyez-vous là, vous là, etc., ça va pas du tout vous donner la même envie que si je fais madame, si vous pouviez juste aller par ici, voilà, super, monsieur, si vous pouviez aller là. Voilà, parce que même si le discours est le même, la façon de le dire est différente. Elle est opposée même. Et puis il y a cette règle d'or qui est une règle qui est connue depuis des millénaires, qui est je te traite de la façon dont j'aimerais être traité moi. Ce qui fait que donc Marie, quand elle commence à me parler, à me dire que mes chaussures sont moches, etc., eh ben, je la traite comme j'aimerais être traité, c'est-à-dire comme j'aimerais traiter mon meilleur ami d'une certaine façon. Et quand elle me dit ils sont moches tes chaussures et qu'elle veut l'adresse de la truc, je lui dis ok, mais j'ai pas compris, tu veux l'adresse du truc ou tu trouves mes chaussures moches? Les deux. Ah ok, je vais te donner l'adresse. Et puis ta chemise elle est moche. Je dis ah oui, dis donc, tu me trouves vraiment mal habillé. Et après je lui dis un truc qui est un compliment. Attention, il faut que ce soit un compliment auquel je pense vraiment, je pense authentiquement qu'elle est sobre et efficace. Si je l'avais dit je te trouve splendide, pour moi t'es vraiment la femme la plus belle du monde, je suis désolé, ça aurait été un mensonge. Mais non, mais vous voyez, c'est que personne va y croire. Si je dis un truc comme ça, Marie n'est pas née de la dernière pluie, elle sait bien que c'est pas la plus belle femme du monde de tous les temps. On va rajouter de tous les temps, comme ça va débaisser un peu les trucs. Donc voilà, d'accord, c'est cette idée de la règle d'or. C'est je te traite comme j'aimerais que tu me traites. Et il se passe un truc dans la tête de Marie, vous l'avez sans doute remarqué, quand je lui ai dit qu'elle était sobre et efficace, elle a fait... Elle avait presque envie de dire merci. Mais elle allait quand même pas dire merci. Je veux dire, c'est ma harceleuse. Elle allait quand même... Vrai ou pas, Marie? Elle avait presque envie de dire merci. Ah oui, pour cause. Je suis sympa. Rien ne traverse cette armure, voilà. C'est un peu l'illustration de la réciprocité. C'est, ouais, je suis pas gentil avec toi, puis quand on lui dit un truc gentil, t'es une bonne personne et je te respecte, mais qu'est-ce qu'il a? Il a des petites... Il est mignon. Il est un petit peu ému, parce qu'en fait, on est gentil avec lui, du coup, il lève sa carapace. Et voilà. Et une troisième règle qui est la règle mentale, l'absence de télécommande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclencher une émotion chez quelqu'un, même si on le veut très 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 fort. Par exemple, toi, jeune homme, sois là, maintenant, triste. Non, attends. Bon, ça marche pas, il n'y a pas de télécommande qui contrôle les émotions des gens. D'accord ? Les émotions des gens ne s'activent parce qu'on est un peu responsable de nos propres émotions. On ne les met pas en pâture à tout le monde. Bien sûr que les mots blessent, d'accord ? Ici, il y a pas mal de psychologues. Du coup, il n'arrive plus à être triste du tout. Il se marre. Bon. Les émotions, les mots blessent. Je ne suis pas en train de dire que les mots ne blessent pas. Évidemment, ici, il y a des psychologues, il y a des gens qui s'occupent du soin psychique des gens. Et on sait bien que les mots blessent. Mais les mots blessent si on leur donne du pouvoir. Les mots blessent si on leur laisse avoir du pouvoir. Si moi, je vous dis là, vous êtes tous une bande d'idiots.
Et nous, on t'adore. Voilà, il y en a un qui a compris devant. Il y a quelqu'un qui a dit, oh ben pareil, donc contre-attaque. Bon, ici, il n'y a pas grand monde qui se sentira concerné par vous êtes tous une bande d'idiots. Mais imaginez que le maire de Indre vienne et dise, vous êtes tous une bande d'idiots. Ah, je suis pratiquement sûr qu'il y en a 30-40 qui vont faire, attends, allez, détends-toi, toi. D'accord? Et puis, il y a d'autres règles, qui est une règle sociale. En France, et c'est quelque chose que souvent les harcelés, c'est très facile pour eux de comprendre cette idée-là, c'est qu'en France, on est dans un pays où la liberté d'expression prime. On est dans le pays de Charlie Hebdo, où on a tous été Charlie un certain mois de janvier 2015, et où du jour au lendemain, on voudrait dire aux gens, t'as pas le droit de t'exprimer, t'as pas le droit de dire ci, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de faire de l'humour à tel sujet, t'as pas le droit de rire à tel sujet, t'as pas le droit de faire de la pub à tel sujet, etc. Pourtant, on est dans le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Donc ça, c'est une règle d'ailleurs pour laquelle la plupart des harcelés sont parfaitement d'accord. Il n'est pas question de priver le harceleur de la parole. Ça va, ça gratte pas trop? Non. Il y a une cinquième règle qui est la règle émotionnelle, c'est je décide d'être heureux, quoi que tu me dises, quoi que tu penses de moi. C'est-à-dire que je peux décider là, maintenant, dans cette conférence, que je suis content d'être là, même si tous vous vous mettez à huer, à siffler en disant que c'est complètement nul, je peux décider d'être heureux. Ça va être plus difficile, bien sûr, mais je peux décider d'être heureux. Cette règle de la résilience émotionnelle. Il y a trois principales raisons pour le harcèlement. Soit on veut dominer, soit on veut faire de l'humour, soit on se sent victime en fait. Le mot victimisation est pour je me sens victime. Et donc, c'est un peu comme un arbre décisionnel. C'est écrit tout petit, mais je vais zoomer sur chacune des branches. Donc, avec les trois branches, quand je suis agressé, je me pose la question, est-ce que je suis plutôt dans une situation de domination, d'humour ou de victimisation? Dans la position de domination, vous voyez, ce serait par exemple un secrétaire de 55 ans qui vient et qui se voit qu'il y a un ou une secrétaire de 20-25 ans qui arrive, qui a l'air d'être compétent en Excel, en tableau, en prise de notes, etc. Et il se sent un petit peu, il a besoin d'affirmer sa supériorité. Attends, c'est bon, j'ai de la bouteille, les médecins je les connais, ça fait 30 ans que je suis à leur médecin, il va pas m'apprendre le truc. Et donc il peut être dans une position un peu de domination. À dire, oui, attends, toi tu sors de l'école de secrétariat, tu connais rien de tout ça. Si la personne harcelée dit, oui, enfin moi je suis bien à jour sur mes compétences en Excel, en prise de notes, etc., eh ben vous êtes à peu près sûr que la mayonnaise va monter. En gros, ça va donner quelque chose comme... c'est juste pour le plaisir d'utiliser les marionnettes. Oui, alors, vraiment, si tu crois que tu vas t'en sortir avec Excel, avec tous ces médecins, dont je connais absolument toutes leurs habitudes, alors là, tu te fous le doigt dans l'œil. Non, mais attends, moi, ça va, j'ai appris plein de trucs, je suis en dactylographie, je suis vraiment hyper doué, etc. Oui, ça va rien aider de savoir la dactylographie. Je te signale que c'est quand même moi qui suis là depuis très longtemps, et tous les patients me connaissent. Oui, ils vont vite me connaître moi. Dans 2 mois, tu seras vite oublié. Comment ça, je serai vite oublié? Tu te prends pour qui? Je me prends pour une secrétaire et toi, tu te prends pour qui? C'est aussi... Donc, vous voyez, escalade symétrique de la colère. Ok. Bon, je te préviens tout de suite, moi j'ai des habitudes... Deuxième situation. Je te préviens tout de suite, moi j'ai les habitudes des médecins. Ah super, comme ça tu vas peut-être pouvoir m'aider. Bon, je t'aiderai si je peux et si j'ai le temps. Oh, bien sûr, j'essaierai d'être le plus discret possible. Ouais, t'hésites pas à m'interpeller quand même si c'est trop dur pour toi, hein. Oui, merci beaucoup pour ta disponibilité. C'est normal, hein, tu sais. Moi, c'est hyper rapide. Regarde, lui, toi, il aime bien ceci, il aime bien cela. Oh, merci. Voilà. Donc, ça peut sembler caricatural, mais ça l'est pas tant que ça. C'est vraiment ce qui se passe dans la réalité, en fait. Le livre de Easy Kellman s'appelle Buddies to Buddies, parce qu'il n'est pas rare, pour ne pas dire fréquent, que les harceleurs et les harcelés finissent par entretenir des relations peut-être pas franchement amicales, mais apaisées, voire cordiales. L'humour, j'aime bien cette idée-là, parce que l'humour, c'est vraiment quelque chose qui n'existe qu'à condition que ce soit au détriment de quelqu'un.
à l'exception de l'humour absurde. Mais sinon, si je vous dis c'est l'histoire d'un musulman, d'un catholique et d'un bouddhiste qui sont dans un avion, t'es à peu près sûr qu'il y en a au moins 2 dont on va se foutre de la tronche. C'est l'histoire de 3 grenouilles qui traversent une voie ferrée. La première, elle dit attention, un train, un quoi, un truc. Bon, ben, on s'est moqué de 3 grenouilles. Et c'est absurde. Enfin, c'est dégueulasse. La souffrance animale. Et pourtant, vous riez. Et c'est normal parce que l'humour est toujours au détriment de quelqu'un, sauf pour Raymond DeVos, du coup. Mais voilà. Donc, quand on fait une bonne blague, comme Dalia, par exemple, qui a dit « Ouais, t'as un os dans le nez ». Bon, c'est une bonne blague, chacun estime voilà, c'est une question de goût. Mais moi, je trouve que c'est une bonne blague. Ça me va qu'on rigole de ma négritude parce que je suis assez à l'aise dans l'autodérision. Et puis, je trouve que je fais très bien l'accent congolais. Donc, je le fais. Et donc, on dit bah, c'est une bonne blague. On me dit, il y en a un qui trouve ça aussi, ça me fait plaisir. Voilà, l'autodérision, et puis la blague passe partout. D'ailleurs, je l'ai placée, c'est là, si tu voyais maman, quand elle a dit, t'as un gros nez, j'ai dit, si tu voyais mon père. Et j'ai fait un peu de blague passe partout, en plus de l'exagération. Je dis, mon père, il a des narines qui touchent les pommettes, quoi. Et puis il y a une troisième situation, qui est une situation de victimisation. Celle-ci est un peu touchy, parce que je vais parler de Hitler. Donc, préparez-vous. Non, mais c'est que Hitler, attention, c'est de la provocation. Ça veut dire que c'est de l'humour. Hitler est la plus grande victime de tous les temps. Donc là, c'est un peu dur pour cette personne, mais c'est que dans l'idée, Hitler, si je vais un peu plus précisément dans ma pensée, c'est que Hitler se considérait comme une victime, envahi par les Juifs, et donc il voulait les buter. Regardez ce qui se passe dans l'actualité, c'est exactement la même chose. Les uns se sentent envahis par les autres se sentent envahis par les autres, par les uns. D'accord ? C'est parce qu'on est victime, comme les Hutus, victimes des Tutsis, qu'on veut éliminer l'envahisseur. Je veux dire, si vous avez des cafards dans votre cuisine, vous êtes victime des cafards, non ? Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez les buter. Vous avez compris l'idée. Dès qu'on se sent victime, on va agresser. Si je voulais expliciter les cas, c'est parce que elle l'a pas fait, Marie, mais elle aurait pu aussi dire oh là là, la salle se retourne contre moi. Et elle aurait pu commencer à monter contre moi, et commencer à dire t'arrêtes de te moquer de moi maintenant, parce qu'elle se sent victime. Elle sent qu'elle a perdu son assemblée. Elle pourrait, pour un harceleur, ça peut arriver. T'arrêtes de te moquer de moi, etc. Et moi, j'ai 2 positions. Soit je me mets en position où je dis ouais, mais c'est fini maintenant tes heures de gloire. Et puis là, j'ai créé une victime qui va chercher à se venger. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Soit je lui dis oh, excuse-moi, t'es fâché contre moi ? Bah oui, tu me fais passer pour un guignol. Moi, j'ai le courage de monter sur scène et tu me fais passer pour une guignole. C'est vraiment pas sympa. Ok, je suis désolé, Marie, c'était le jeu. Je suis désolé, c'est pas du tout mon intention. Ouais. Bon, ok. Tout de suite, ça apaise le truc. D'accord ou pas d'accord ? Ok. Donc, c'est ça. Marie, je suis désolé, etc. Et puis imaginons qu'en plus elle mesure 2,10 m, que ce soit une maître kung-fu, je vais pas me battre contre elle, parce que je suis lâche. Voilà. Donc je vais lui dire, mais je veux pas me battre contre toi. Si c'est un maître kung-fu, d'abord, elle me tapera jamais, mais si en plus elle a plus à me dominer d'une certaine façon, elle va pas le faire. D'accord ? Je devance peut-être une question qui sera dit, c'est oui, mais alors ça veut dire qu'il faut se soumettre. Non, c'est pas du tout ça. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de gens harcelés, d'enfants harcelés, quand on leur propose ça, ils font « Ouais, mais moi je suis pas une tapette » ou je sais parce qu'ils sont pas dans ces propos. Bon, bref. Moi je ne suis pas pleur, je me bats, etc. Bon, ok, dans ces cas-là, on joue. On rejoue la situation. Et dans laquelle des 2 situations, tu me trouves plus amical ? Dans laquelle des 2 situations, tu as plus envie de me battre ? Quand je te dis « Vas-y, viens te la mettre » ou quand je te dis « Je suis désolé, je veux pas me battre contre toi ». Ok, dans ce jeu-là, quand on l'apprend au harceler, je dis on parce qu'ici on est une 7-8, je dirais, qui sommes formés au jeu de l'idiot, ça s'appelle le jeu de l'idiot, cette chose-là qu'on vient de faire. Quand on l'apprend, on donne des messages importants, et les 2 messages les plus importants, c'est qu'au départ ça s'aggrave avant de s'améliorer. Vous avez vu avec Marie, quand je lui ai dit « Ah, tu trouves que mes chaussures sont pourries ?»« Oui. » « Eh ben, et ta chemise aussi. »« Ah, ok. »
Non mais ta chemise, tes chaussures, ta conférence, tout est pourri. Hein, il te fait. Donc au début, boum, 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 elle a commencé à attaquer parce qu'elle voyait qu'elle perdait. Donc elle s'est dit, mais je vais me ressaisir. Hein. Enfin, voyons. Et donc, au début, ça a augmenté. Quand ça augmente, paradoxalement, c'est bon signe. C'est que vous êtes en train de gagner et qu'on essaie de tirer la dernière flèche, quoi. C'est le champ du signe. Et quand on commence, il faut le faire 100% du temps. Parce que si Marie commence en me disant « Ouais, tes chaussures, elles sont pourries, ta chemise est pourrie », et puis moi, je lui dis « Ah, d'accord, tu trouves. Et puis qu'à un moment, je lui fais « Mais toi aussi, tes chaussures, elles sont pas top. » Boum, on est reparti. On a remis une pièce dans la machine. Je l'illustre quand même, parce que j'aime bien ce petit truc, parce que c'est mon fils qui me l'a appris. Donc je le dis. Tiens, quelqu'un veut revenir sur scène ? Je sais pas, là, ça va pas durer très longtemps. Allez, monsieur le chauve. Donc le jeu va consister à avoir le plus de trucs possibles. Tu vas me donner des cartouches, et moi je vais t'en donner ou pas, enfin voilà, on va échanger des cartouches, et puis le but c'est d'avoir le plus de cartouches possible. D'accord ? Tu penses que tu es en train de gagner ? Ah ouais. C'est assez bien parti. Ah ouais, c'est clair, c'est clair, disons. Faut quand même lui faire croire que ça marche de temps en temps. Tu penses que tu es en train de gagner ? Vous avez vu qu'il commence à hésiter à jouer. Il est là, il compte ses pions, il fait « Ouah, ça, j'ai quand même perdu vachement d'amis dans la cour. Est-ce que je continue lui à l'emmerder ? Ou est-ce que je m'acharne ?» Bon voilà, il se barre au bout d'un moment. Et en fait, l'idée est simple, mais c'est que c'est mon fils un jour qui m'a dit ça. Parce que mon fils, maintenant, il a 8 ans, mais quand on a commencé, il avait 4 ans à jouer avec lui. Parce que ça a commencé, l'idée, c'est que ça a commencé, il était en moyenne section, et il y a un copain à lui, que je ne vais pas nommer, parce que je ne sais pas si vous le connaissez, qui lui disait « T'as pas de sapin !» On était au mois de décembre. « T'as pas de sapin, t'as pas de sapin !» Et puis Isaac, mon fils, il rentre de l'école, et il est pas content, il commence à avoir des petites larmes aux yeux quand il en parle. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, ouais, ben machin, il me dit toujours que j'ai pas de sapin. Je dis, mais t'as un sapin ? Ben oui, mais lui, il dit toujours que j'ai pas de sapin. Et je lui dis, ben si, t'as qu'à venir voir chez moi et tu verras, en plus mon sapin, il est plus grand que le tien, et et je dis, ok, mais tu sais ce que tu vas lui dire ? Tu vas lui dire, ah, tu trouves ? Tu crois que j'ai pas de sapin ? Ok. Il dit, mais attends, mais j'ai un sapin. Je dis, ben oui, tu sais que t'as un sapin. Mais demande-lui juste ça et tu vois comment il réagit. Donc le lendemain, Isaac retourne, il avait appris son truc par cœur, il n'avait pas compris l'histoire du ABCDE, les règles émotionnelles, tout ça, machin, à 4 ans et demi, non. C'est pour répondre d'emblée à la question, à partir de quel âge on peut faire ce jeu ? Parce que c'est quand même vachement compliqué à 4 ans. Donc, je lui dis de faire ça. Le lendemain, il voit son ami qui dit, t'as pas de sapin ? Et Isaac, il fait, ah, tu penses que j'ai pas de sapin ? Ok. Et puis, l'ami en question dit, mais je sais que t'as un sapin. Ben oui, ben alors pourquoi tu me dis ça ? Ben pour t'embêter. Allez, tu viens, on joue. Et c'était réglé. Ça s'apprend très facilement, même aux enfants qui sont petits. On n'a pas besoin de leur apprendre les nuances, on peut les apprendre plus tard, après. Et puis il y a bien sûr tous les cas particuliers, mais on pourra y revenir sur les temps d'échange, qui sont les cas du cyberharcèlement. Je survole le truc, mais on pourra y revenir si c'est quelque chose qui intéresse les gens. En gros, dans le cyberharcèlement, donc c'est le truc qui augmente en ce moment avec Insta, etc. Et l'idée, c'est que quand on donne à un enfant la possibilité d'aller sur Internet, il faut transmettre l'idée qu'on lui donne aussi le risque d'être agressé de façon complètement gratuite par des gens, de façon complètement anonyme. Et parfois, avec un nombre impressionnant. Je veux dire, moi, je suis toujours un peu dubitatif quand je vois l'ABC de Bertrand Chameroy, là, et qui pose une question, et que certaines de ces blagues deviennent virales, quoi. Je me dis toujours, waouh, comment ça se passe pour la personne après, ou quand dans le petit journal là de Yann Barthès,
aussi, il y a des choses qui sont devenues des trucs viraux, quoi. Et donc, bon, quand on lui transmet l'accès à Internet, c'est utile de lui dire que c'est une véritable arme, que c'est fantastique, mais que c'est une véritable arme de destruction massive, non seulement de l'information, mais aussi de sa petite personne, que c'est dangereux, Internet, enfin dangereux au sens où il faut être prêt à s'exposer à ça. Il y a ça, et puis des techniques qui consistent en gros à disparaître du monde d'Internet quelque temps, et ça se calme, le cyberharcèlement, parce que c'est jamais drôle d'harceler quelqu'un qui ne réagit plus. Les rumeurs. Bon, imaginons, je vais réinterpeller le monsieur chauve du premier rang, et je dis, ah, il paraît que t'es chauve. Alors, soit c'est vrai, et il fait, ben ouais, soit c'est faux, et il dit, ah, tu penses ça? Ben ouais, je le pense. Ah ok, ben écoute, t'as le droit de le penser, ça m'embête que tu le penses, parce que je pensais que t'étais vraiment hyper observateur et tout, j'ai vu plein de fois où t'étais observateur, mais voilà. Oui, il paraît que ton père, il est en prison parce que c'est un pédophile. Ah, ok. Mais qui dit ça? Bah c'est Jérémy. Ah oui, et tu le crois? Ben non, il paraît que c'est parce qu'il a volé de l'argent. Ouais, c'est parce qu'il a volé de l'argent. Ouais, mais quand même, il paraît que c'était quand même un peu un pédophile, quoi. Ah, tu penses ça? Je sais pas. Bon, ça m'embêterait que tu le penses, parce que c'est pas le cas. Et si c'était le cas, oui, il paraît que ton père c'est un pédophile. Bah ouais. Il est malade. Ah ok. Donc voilà, il y a cette histoire-là, des rumeurs. L'exclusion sociale, pour faire rapide aussi, c'est machin, ils veulent pas que je vienne manger avec eux à la cantine. Ah bah oui, ils ont le droit. Ouais, mais moi je préférais manger avec eux. Bah oui, mais ils ont le droit en fait. Ouais, mais c'est dégueulasse. Normalement, moi, la maîtresse, elle a dit, vous jouez avec lui, et puis ils l'ont même pas fait. Mais enfin, quand on met ça dans le monde des adultes, imaginons, toi, je te demande d'aller jouer avec toi, là. Allez, on joue ensemble. Allez, discutez. Enfin, je veux dire, vous voyez le truc. C'est la loose absolue, en plus. C'est la loose absolue. Moi, j'ai déjà été celui qu'on met dans un groupe qui ne nous veut pas. Par exemple, dans un sport d'équipe, là. Le dernier prix. Oh non, pas Idrissa. Si vous prenez Idrissa, et puis voilà. Ben, on n'a pas beaucoup de passes. Donc voilà. Rivalité. Comment? C'est pour ça qu'on a fait les remplaçants. Oui, c'est ça. Idrissa, tu viens? Tu seras sur le bord. Rivalité frères-sœurs, enfants-parents. Je pense qu'il y aura des questions, donc j'y vais pas, on y reviendra. Et les petites bagarres entre enfants, aussi peut-être on y reviendra. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Donc, il y a un site internet qui s'appelle lejeudidiot.com qui en fait va officiellement ouvrir, mais il est déjà ouvert, mais qui va officiellement ouvrir le 5 novembre, qui est la journée nationale de lutte contre le harcèlement, et qui en fait reprend pas les idées principales de tout ça, mais qui indique par exemple des formations possibles pour les professionnels, pour les parents, pour les éducateurs, pour les professionnels de la santé, mais aussi une carte de France qui indique les endroits où sont les thérapeutes, ceux qui reçoivent les patients qui ont besoin de trouver des solutions par rapport au harcèlement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, dans les messages qu'on envoie aux harcelés, et ça c'est dramatique en fait, dans les messages qu'on envoie aux harcelés, c'est je vais te protéger, fais-moi confiance. Sauf que toute personne qui a été harcelée sait bien que l'intervention des parents ne règle pas le problème, voire l'aggrave. Et donc, ça suggère dans la tête des harcelés que le monde adulte n'est pas fiable, en fait. Même si nos intentions sont bonnes, ça suggère quand même, je ne peux pas te protéger, je te dis que je vais le faire, mais je ne vais pas le faire. Eh ben, c'est très difficile pour ces enfants de refaire confiance à l'adulte après. Et parfois, en consultation, ce qui est touchant, c'est que les enfants et les parents, les enfants se rendent bien compte que le monde des adultes est un monde qui les a trahis, parce qu'on leur a promis quelque chose qu'on ne peut pas leur apporter, on ne peut pas leur apporter. Et les parents sont vraiment aussi très tristes parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont trahi leur enfant. C'est horrible hein, quand on y pense. Évidemment, ils n'avaient pas ça comme intention. Mais c'est ce qui s'est passé quand même. Et donc, souvent quand on amène le jeu de l'idiot, ça a un petit côté comme ça, salvateur. Enfin, il y a une solution. Non pas que les autres ne marchent pas. Hein. L'idée, c'est quand même d'être complémentaires, phare
c'est une idée qui est bonne. Il y a plein d'initiatives qui sont faites autour des préoccupations partagées, du développement de l'empathie dès la maternelle, etc. Mais finalement, vous toutes et tous qui êtes ici, même si vous connaissez ces notions d'empathie, c'est pas parce que je vous dis c'est pas drôle de se moquer de moi que vous allez pas rire quand Marie me harcèle. D'accord? Parce que l'humour, c'est aussi quand même une très belle qualité. Il n'y a pas que l'empathie qui est... L'humour, c'est quand même une très bonne qualité. Donc, d'apprendre l'empathie, même très tôt, j'ai un doute sur le fait que ça fonctionne. On est quelques-uns ici. Peut-être vous pouvez lever la main, ceux qui sont formés au jeu de l'idiot. C'est aussi pour les remercier d'ailleurs, parce qu'ils ont relu la conférence, apporté des corrections, des trucs comme ça, etc. Donc merci à eux. Et il y a une adresse mail que j'ai créée qui s'appelle le jeu de l'idiot 44, si vous aviez des questions, etc. Voilà. Merci.